Le deuxième était le... Éric Zemmour a souvent été accusé de propager des discours intolérants. Il est important de comprendre quels sont les processus par lesquels ils se sont imposés dans le débat. Par Julien Longhi, CY Cergy Paris Université. Le mercredi 8 septembre, la Cour d'appel de Paris a relaxé Éric Zemmour, qui avait été condamné, en première instance, pour des propos anti-islam et anti-immigration, datant de 2019, à une peine de 10 000 € d'amende. Lors de la condamnation, la présidente de la 17e chambre correctionnelle avait jugé « Les opinions, même choquantes, doivent pouvoir s'exprimer, néanmoins les faits reprochés vont plus loin et outrepassent les limites de la liberté d'expression puisqu'il s'agit de propos injurieux envers une communauté et sa religion. » À l'inverse, la Cour d'appel a indiqué « Aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans mais uniquement des fractions de ces groupes. Il n'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes dans son ensemble en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Dans ces extraits de décisions juridiques sont convoquées des notions telles que la liberté d'expression, l'injure, ou plus généralement le discours de haine, ce qui renvoie à une approche juridictionnelle des discours de haine qui témoigne du travail méticuleux de conciliation effectué par les juridictions françaises entre la protection de la liberté d'expression, celle des droits d'autrui, et la préservation de l'ordre public. Si Éric Zemmour a été pour sa part condamné à 2 reprises, en 2011 et 2019 puis relaxé, on voit que le travail juridique est complexe, soumis à discussion, et peut donner lieu à des interprétations divergentes. La récente relaxe pourrait laisser croire que ces discours ont leur place dans le débat public. Ils deviennent par ce biais entendables par le grand public, si ce n'est acceptables par les soutiens de l'éditorialiste. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un discours qualifié initialement d'injurieux envers une communauté. Or, comme Dominique Lagorgette l'a bien montré, l'injure blesse, et elle relève du domaine des attaques contre la persona. Aussi, les processus par lesquels ces types de discours se sont imposés dans le débat doivent être examinés, puisque ces attaques blessent ceux qui en sont l'objet, génèrent des oppositions dans la société et créent des clivages. Pour être précis, il faut prendre en compte aussi bien les propos, leur contexte et leurs interprétations possibles. Ce qui est retenu du discours d'Éric Zemmour, les propos du polémiste sont rapportés dans divers médias, tels qu'ici. Lors d'une convention de la droite, organisée par des proches de l'ex-député du Front National, devenu Rassemblement National, Marion Maréchal le 28 septembre 2019, Éric Zemmour avait prononcé un discours fustigeant des immigrés. Colonisateur. Et une Islamisation de la rue. L'éditorialiste y avait également décrit le voile et la djellaba comme les uniformes d'une armée d'occupation. Oula, la justice donne raison à Éric Zemmour. Poursuivi depuis 2019 pour des propos virulents contre l'islam et l'immigration, le polémiste a été relaxé par la Cour d'appel de Paris ce mercredi 8 septembre. Comme le note Nathalie Drouin dans son article au titre éclairant, l'appréhension des discours de haine par les juridictions françaises, entre travail d'orfèvre et numéro d'équilibriste, la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui, depuis 1972, permet la répression des injures, diffamations et provocations à la discrimination, à la haine et à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elle note d'ailleurs un certain paradoxe, puisque le juge doit à la fois se livrer à une lecture stricte et objective des infractions pour apprécier, avec une certaine neutralité, le caractère préjudiciable du propos, et prendre en compte son contexte de prononciation ou diffusion afin d'adopter la solution la plus juste et la plus adaptée au regard des intérêts en jeu. Pour voir la manière dont les juges ont pris en compte ces 2 dimensions, nous pouvons revenir plus précisément aux propos en question. Ils sont prononcés à la fin de cette séquence, précisément, dans cet extrait, ce qui est en jeu, c'est la mise en relation de « les femmes voilées et les hommes en djellaba » avec « les uniformes d'une armée d'occupation ». Le terme « armée » ouvre sur la thématique de la guerre et « occupation » celle de l'envahisseur. On comprend alors la complexité de la décision de justice. Faut-il considérer ces propos vis-à-vis des femmes voilées et des hommes en djellaba comme injurieux ou les entendre comme ciblant seulement une partie de la communauté visée?
S'il n'est pas question ici de produire une analyse supplémentaire de cette séquence, il est utile d'ouvrir sa prise en compte par d'autres champs. Les linguistes au tribunal, dans un numéro de la revue Langage et Société publié en 2010 intitulé « Linguistique légale et demande sociale », les linguistes au tribunal, Dominique Lagorgette constatait que la pénalisation des actes de langage est sans cesse croissante, mais regrettait qu'en France, contrairement aux pays anglo-saxons, les linguistes ne soient que très rarement encore sollicités pour livrer une analyse des faits de langue incriminés. Elle rappelait notamment que la forensique linguistique a plus de 40 ans d'existence derrière elle dans de nombreux pays, mais qu'elle reste en France et dans les pays relevant traditionnellement du droit romain, totalement ignorée, et des personnels de la magistrature et des linguistes eux-mêmes. Depuis cette date, ce type de travaux a connu un certain essor dans le domaine académique, notamment autour du groupe de recherche DREN en ce qui concerne le discours de haine, avec une importante bibliographie et sujet d'application. Ainsi, à propos du paradoxe entre interprétation littérale et contextualisation des propos, il est intéressant de considérer la phrase d'Éric Zemmour à propos de Renaud Camus « J'aime la formule de Renaud Camus entre vivre ensemble il faut choisir », qui suit juste les propos soumis à discussion. On trouve cette « formule » sur le compte Twitter de Renaud Camus avec la mention dièse occupant dégage et une référence aux attentats islamistes. Il n'est pas aisé d'interpréter l'intérêt de cette formule par le polémiste, mais en cherchant des informations sur Renaud Camus on peut lire sur Wikipédia. Il écrit de nombreux textes au sujet de ce qu'il nomme le grand remplacement des peuples européens par l'immigration, ce qui le rend influent au sein de la droite identitaire. En 2015, il rejoint le parti Souveraineté, Identité et Liberté. Il est candidat aux élections européennes de 2014 puis de 2019, désavouant toutefois la liste qu'il mène peu avant ce dernier scrutin. Il est accusé d'antisémitisme en 2000 dans le cadre de L, affaire Camus, et en 2014, il est condamné pour provocation à la haine et à la violence contre les musulmans. Pour l'analyste du discours, ce cotexte fait contexte. Ainsi, en ajoutant l'adhésion à une formule proposée par un écrivain déjà condamné pour des faits proches de ceux dont il est accusé, la citation a aussi une fonction de connivence auprès d'auditeurs, lecteurs familiers de ses thèses, et porte une forme d'autorité, soutien du propos. Mais la dimension haineuse du propos est dissimulée, partiellement déléguée de manière allusive à Renaud Camus, et prise en charge par une mémoire du discours qui s'adjoint à l'interprétation littérale. Cela rejoint donc ce que développent les chercheuses Fabienne Bédé et Maria Constantinou. Les discours de haine peuvent être aussi masqués et s'accompagner ou non de violences verbales, c'est ce qui est appelé le discours de haine dissimulé. Et d'ajouter, leur performativité n'en reste pas moindre, cela signifie que ces discours ont des conséquences, car ils irriguent le champ politique, ils ont une dimension clivante qui oppose des populations, et crée un climat de guerre, puisqu'ils mettent en scène une armée de colonisation. Dissimuler la haine ? Dans ce contexte, comme le rappellent ces deux spécialistes, le discours de haine dissimulé pourrait se définir comme toute manifestation discursive ou sémiotique pouvant de manière implicite ou masquée inciter à la haine, à la violence et ou à l'exclusion de l'autre. Et on comprend bien que cette dissimulation pose problème pour les juristes, puisqu'elle met notamment en œuvre des procédés d'implicite. Comme le relève la chercheuse Camille Bouzereau qualifiant ce phénomène de « néologisme lepénien », la dimension linguistique, le choix des mots, leur construction, l'organisation de la syntaxe, etc., doit pouvoir être prise en compte. Dans le cadre du Front Rassemblement National, elle ajoute notamment « Jean-Marie Le Pen a été condamné à 18 reprises pour le contenu de ses propos, apologie de crimes de guerre, provocation à la haine raciale, diffamation, et Marine Le Pen une fois pour diffamation en 2008, faisant suite à des propos soutenus en 2010 sur la comparaison entre l'occupation nazie et les prières de rue des musulmans. Elle a été jugée pour incitation à la haine mais se trouve relaxée en 2015 par le tribunal correctionnel de Lyon. Nous voyons une énumération de condamnations pour faits de langue, apologie de crimes de guerre, diffamation, incitation à la haine, ce qui nous permet d'élargir plus largement cette question des discours de haine au-delà du cas d'Éric Zemmour. L'acceptabilité des discours mais ce qui est en jeu, comme esquissé au fil de cet article, c'est la question de l'acceptabilité de ces discours. En effet, alors que les discours de Jean-Marie Le Pen semblaient éminemment transgressifs et avaient un rôle polémique, ceux d'Éric Zemmour semblent bien plus entendables du point de vue de la justice, relax, et aussi du point de vue de l'opinion publique. Certes, les chiffres annoncés n'ont rien de scientifique, mais le martèlement d'une majorité qui penserait comme semble faire son chemin,
On peut donc en conclure que si ces propos peuvent être rendus entendables, c'est qu'ils ont plusieurs propriétés, dimension linguistique de la haine dissimulée, implicite notamment, intégration dans un discours idéologique déjà martelé depuis des années et qui a imprégné le champ politique, voix présente sur la scène médiatique. Avec la possible entrée en campagne d'Éric Zemmour, ces différents paramètres vont être bouleversés, et il sera intéressant d'observer les manières dont ces discours vont continuer à être reçus et interprétés.